Let's go champ. Nouvelle discussion. Alors, Hall of Fame, je ne sais pas, mais une discussion complètement champ pour le Captain Crochet, moi-même, et le sociétaire des sociétaires, Antoine, de 130 livres.com. Comment ça va, champ? Let's go, champ, forcément. Salut, Captain, salut les pirates. Alors, Hall of Fame, je sais pas, personnage, sûrement. voilà, et en ce moment, on a besoin, dans cette morosité, on a besoin de personnages. Il y a la semaine dernière, on vous avait enregistré et diffusé la discussion sur un homme qui ne voulait pas devenir salarié, Randall Tex Cobb, tout plutôt qu'un vrai job. La discussion est toujours disponible pour vraiment un parcours absolument phénoménal. Et bon pour les livres d'écrivains. Et là, on va y aller sur un boxeur un peu plus connu, évidemment, qui peut-être est dans le même niveau dans l'échelle des poids lourds, on ne sait pas, mais qui aura marqué son temps, marqué son époque, marqué les yeux. C'est évidemment Shannon, The Cannon Briggs, qui aura été un personnage et un personnage aussi, et on avait vraiment envie d'en parler. C'est les années 90 qui se réveillent en nous, cher Antoine. Oui, complètement. Complètement. C'est une période de la boxe, c'est une jonction, en fait, Briggs, entre les années 90, qui sont quand même une grande ère des poids lourds, certains disent la dernière grande ère des poids lourds, et puis des années 2000 un peu plus mondialisées, où on va voir arriver d'autres profils. Et Briggs, il est un peu à la jonction des deux. Il a affronté les deux styles, on va dire ça comme ça. Il a affronté du all-time great et il a aussi affronté des boxeurs qu'on va dire plus exotiques à un certain niveau. L'étant lui-même. L'étant lui-même à sa manière, parce que américain certes, mais apportant une touche d'originalité pas inintéressante. Ouais. Pas inintéressante, effectivement. Et en fait, Shannon Briggs, pour moi, c'est une découverte assez tôt. Pourquoi? Parce que, à chaque fois, je vais le mettre là, les almanachs, les années de la boxe, c'était Jean-Michel Rouet qui faisait ça. On est donc en 1993, je l'achète. Et l'espoir de l'année, c'est Shannon Briggs. C'est Shannon Briggs, mon Dieu. C'est Shannon Briggs. Alors, avec ses dreadlocks teintés sur le crâne, ce look complètement incroyable, je me dis waouh, c'est quoi ça? Et puis la découverte, grâce à Jean-Michel Rouet, la découverte d'un jeune espoir auquel les gens vont mettre une pièce, en fait. On est en 93 et les gens mettent une pièce. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le terreau. Et Shannon Briggs, que tu veuilles ou pas, Shannon Briggs, ça vient d'un milieu extrêmement, extrêmement dur, en étant le voisin de Mike Tyson et de Riddick Bowe. Brownsville, New York, Riddick Bowe et Mike Tyson sont franchement, en exagérant à peine, des voisins de palier de Shannon Briggs. Shannon est un tout petit peu plus jeune, mais même pas, en fait. Ils se connaissent tous, et bon, là-bas, comment dire, tu ne survis qu'à la castagne, évidemment. Et donc, un Shannon Briggs qui va être porté sur la boxe et qui va avoir comme objectif, même si il va pas développer une carrière amateur énormissime, on est sur autre chose, mais pourtant, il y a un objectif. Et l'objectif, c'est les Jeux Olympiques 92, qu'il ne pourra pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va se blesser à la main. Et les blessures à la main vont arriver plusieurs fois chez Shannon Briggs. Il va se blesser à la main avant de faire les qualifications américaines. Et alors que je crois qu'en amateur, il avait affronté, alors je suis pas sûr, mais je crois qu'il a peut-être affronté une fois les Cubains et peut-être Félix Savon. Il a affronté Savon en amateur. Et alors, je sais plus si c'est une victoire ou une défaite. Alors, il était. Je crois pas qu'il ait battu Savon. En fait, il a une histoire particulière avec les Jeux panaméricains qui ont lieu, si je dis pas de bêtises, en 91. Parce que par la grâce d'un tableau qui s'est pas mal éclairci, dans lequel il y a des abandons, ou il est tête de série, ou j'en sais rien, mais en fait,
il y va et il ne dispute qu'un seul combat, qui est la finale, contre Savon. Donc, il a la médaille d'argent, parce que Savon, à l'époque, alignait tout le monde. Hein. Les pirates qui ne le connaisseraient pas, Félix Savon, c'est une légende, un triple champion olympique des poids lourds. C'est pas rien. Mais donc, Briggs, ouais, il a une forme de... comment dire il a des avantages naturels. C'est-à-dire que ce ne sera jamais le boxeur le plus technique, mais c'est un bel engin. Déjà très jeune, c'est un bel engin. Il est grand, il fait plus d'1m90, il est massif. Et ne serait-ce que ça, ça en fait une sacrée arme de dissuasion. Alors tu l'as dit, il vient de Brownsville, qui est le quartier de Bowe et de Tyson. Je crois que son premier surnom, c'est le Brownsville Yeti. Avant qu'on l'appelle The Cannon, le Yeti de Brownsville, ce qui correspond bien, parce que quand vous voyez sa tête, et vous avez vu l'illustration derrière le capitaine, ces fameuses dreads, il a un peu une gueule à faire le méchant, vous savez, dans ces films des années 90, moitié futuriste, moitié... On voit bien sa gueule dans Predator 2. Avec ce dans Predator 2. Mais de toute façon, il fera le méchant dans un film. Hein. Il fera le méchant dans un... Mais on va en parler, c'est fou. C'est fou, on reparle encore de cinéma après Randall Tex Cobb, il y a une partie cinéma pour Shannon Briggs. Il a clairement, il a clairement la tête de l'intimidateur, du henchman, du méchant. Enfin bon. Et effectivement, il y a une anecdote comme quoi il croise Tyson. Il est un peu plus jeune que Tyson, mais il le croise dans un parc, alors que Mike a déjà un peu commencé à boxer. Ouais. Et il a peur, mais il est fasciné, et ça change sa vie, parce que il se dit, c'est ce mec-là, il vient de là où je viens, c'est-à-dire, il vient du même endroit que moi, c'est-à-dire de nulle part. Et il a déjà accompli, forgé quelque chose. C'est pour ça qu'il se mettra à la boxe à 17 ans, et il touchera des dividendes relativement tôt, parce qu'il gagne des Golden Gloves, il est champion des États-Unis, et puis il a 7 médailles aux Pan Am Games. Donc c'est quand même pas rien. Alors l'histoire est horrible, l'histoire familiale est horrible. Hein. Il a faudrait parler de célibataire junkie. Il est asthmatique lui-même. Il est asthmatique. Franchement, il a des valises. Hein. Ouais. On peut rigoler. Il vit dans la rue à 14 ans. Exactement. Donc on peut rigoler de Briggs, et on va le faire, parce qu'après tout, certains trucs s'y prêtent. Mais il faut jamais oublier, quand on parle de Briggs, que il vient vraiment, vraiment, vraiment d'un milieu compliqué. Voilà. Compliqué. Et finalement, et je voudrais aussi porter, si vous faites vos recherches, regardez, parce qu'il y a quelques images de lui amateur ou de lui commençant juste sa carrière. Et regardez, alors oui, il est poids lourd, mais regardez comment il est svelte. Regardez comment il est quelque chose qui va vraiment changer avec le temps. Voilà. Hein, la nutrition et la nutrition et le chargeage, parce que les produits. Voilà. Mais toujours est-il qu'en fait, la frustration de ne pas faire les Jeux Olympiques, je pense que c'est très bien pour Briggs. Ça a été vraiment la meilleure chose, c'est de s'engager chez les pros et tout vouloir péter. Sans attendre que les Jeux Olympiques passent et que toute cette vague soit là, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il arrive à déconnecter tout de suite, qu'il s'engage chez les pros et que ça lui plaît, et que deux aspects vont être extrêmement importants. C'est que il y a un aspect sportif et un aspect culturel. C'est que culturellement, le fait que Briggs soit un New-Yorkais pur jus va beaucoup aider avec son look, avec son bagou, et aussi avec finalement ce que New York apporte, c'est-à-dire le monde culturel au mondain, etc., sur lequel on peut s'imbriquer, le monde du hip-hop. Il va apparaître toujours sur MTV, dans MTV hip-hop, ainsi de suite. Il devient une figure new-yorkaise. Il est dans les magazines. Il fait du modeling aussi. Il fait un caméo, je crois, sur un album des Fugees, dans une séquence parlée sur un album des Fugees, l'album des Fugees très connu, The Score. Ouais. Oui. Il fait une espèce de dialogue, un peu ghetto. Exactement, parce qu'il est une figure depuis des années, en fait. Il est une figure d'un peu de ce milieu-là, culturel, musical, sportif, de New York, un peu comme Zab Judah va l'être quelques temps après lui, quoi. Ou presque en même temps que lui, tu vois. Et donc ça aide beaucoup. Il fait aussi des séances de modèles, et tout. On se demande même si Madonna lui est pas passée dessus, etc. À l'époque. C'est à l'époque, tu vois. Et donc voilà. Et
l'autre aspect qui fait que, en fait, pourquoi Jean-Michel Rouet tout de suite porte son attention dessus, c'est Teddy Atlas. C'est Teddy Atlas. C'est Teddy Atlas qui va s'occuper de ce phénomène. Teddy Atlas, voilà, qui à l'époque entraîne 2 poids lourds, Michael Moorer et Shannon Briggs. Et Shannon Briggs, il le lance. Et en fait, 92-93, c'est une fusée. Puis ça éclate tout le monde. Mais ça éclate qui ? La question, c'est évidemment, c'est des journeymen, évidemment, c'est des baraques à frites, évidemment. Mais à regarder, tu vois, visuellement, le plaisir, même s'il y a un décalage de niveau, etc., le plaisir de voir cette ascension, c'est spectaculaire, c'est ultra fun. Moi, c'est le premier combat que j'adore voir. Et toi ? C'est vrai. Alors moi, je ne sais plus dater. Évidemment, j'ai réfléchi en préparant la vidéo. Je n'ai pas vraiment daté le moment où je vois arriver ce fameux Shannon Briggs. Mais ce qui est sûr, c'est que il devient assez vite dans la tête des observateurs un contender en puissance. Très vite. Peut-être même trop vite. Peut-être même trop vite, parce que au fond, et on va en parler dans ces combats, c'est pas un boxeur parfait. Hein. C'est pas techniquement, c'est pas. Il a aussi des défauts d'ailleurs physiques, on en parlera également. Ouais. Mais il fait fantasmer parce que effectivement, au fur et à mesure que les combats passent, déjà, il frappe, il fout en l'air adversaire sur adversaire. Et puis, il s'épaissit. Enfin, ça devient une masse, ce mec-là. Et effectivement, il marque les imaginations parce qu'il y a un personnage, il y a une aura, il pète des gueules. Et ça fait plaisir. On aime bien se projeter dans ce type de parcours. On aime bien imaginer des choses. Et c'est sûr que très, très vite, compte tenu en plus de sa proximité, de sa proximité avec Atlas, en gros, il a tout pour devenir un poids lourd d'élite. On s'attend pas nécessairement à ce que la trajectoire soit, on va dire, une ligne brisée. Voilà. Ouais, parce que ça se passe bien. Mais en fait, le verre est dans le fruit dès le départ. Parce que cette association avec Teddy Atlas, c'est une association, et comment dire, je trouve qu'il a quand même un peu de classe, Shannon, aujourd'hui, parce que quand on lui reparle de Teddy Atlas, il essaye pas de mettre les 2 pieds dans le plat, il essaye d'être un peu élusif et tout ça, mais il fait comprendre que c'est un mariage qui n'a finalement pas pris. Pourquoi ? Parce que d'une part, Atlas veut le transformer. Alors là, c'est toujours très intéressant parce que qui a tort, qui a raison, en fait, on ne le saura véritablement jamais parce que comment dire, Atlas, je pense, aurait aussi des bons arguments à mettre sur la table du pourquoi, du comment il a choisi de le faire boxer comme ça. Mais toujours est-il que pour Shannon, qui lui en fait n'était pas un mec à la Mike Tyson, qui était plutôt quelqu'un qui était un fan d'Ali et surtout qui aurait plus préféré imiter Larry Holmes. Ali, lui, ce qu'il aimait, c'est ça. Et en fait, il arrive comme vraiment un pressure fighter est vraiment très très offensif avec Teddy Atlas, mais ça marche très bien. Et puis d'autant plus que c'est ce que je voulais vous dire, c'est que Teddy Atlas pourrait toujours dire oui, mais on savait que Shannon était asthmatique, on savait que sa caisse elle était extrêmement relative. Donc c'est très très compliqué, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis il y a aussi la personnalité d'Atlas, qui est une personnalité beaucoup plus complexe, très passionnante, mais beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, oui, effectivement, c'est un philosophe, c'est un bon conteur, un philosophe, il a des très belles paroles, mais je crois qu'aussi il a sa part de mauvaise foi, etc. Donc moi, j'ai évidemment un des livres, c'est pas le seul, mais un des livres le plus exhaustif de Teddy Atlas par rapport à sa vie et sa carrière. Et finalement, le personnage de Shannon Briggs est absent complètement de ce livre. Il n'apparaît qu'une fois quand Atlas parle de sa relation avec Michael Moorer. Comme si, en fait, il avait... Parce que Shannon Briggs, qu'on le veuille ou pas, c'est un personnage qui restera. On fait une vidéo sur lui aujourd'hui. Oui, voilà. C'est pas un premier rôle, c'est un second rôle d'une époque. Voilà, mais ça vaut le coup d'en parler.
Et en fait, il en parle à la marge, en parlant de sa relation avec Michael Moorer, quand il entraîne les deux. Puisque, en fait, il y a plein de divorces et rabibochages avec Michael Moorer pendant toute leur carrière ensemble. Et pendant qu'il est avec Shannon Briggs, en fait, il y a une histoire qui est assez rocambolesque. Il va à Biloxi, Mississippi, pour un combat de Shannon Briggs. Voilà. Et en fait, des mecs, alors on ne saura jamais si c'était des mecs de main de l'équipe adverse, etc., créer une baston. Et Teddy Atlas était très très chaud à l'époque. Il fallait vraiment pas le faire démarrer, il est très très chaud. Et en fait, une baston commence avec Teddy Atlas. Et donc, Shannon Briggs s'engage avec son entraîneur, et tu as une baston Teddy Atlas, Shannon Briggs contre des mecs de main de Biloxi. Et donc ça se bastonne, ça court dans le quartier, ça va se réfugier dans un bar, une sortie de bar, etc. Et tout ça. Et boum, boum, boum. En bref, il y a une histoire aussi avec des escaliers où ils arrivent à Shannon et Teddy Atlas arrivent à en prendre un et lui font sa fête et tout ça. Bref, une histoire qui donc apparaît dans les journaux, vous pouvez retrouver. Et en fait, je l'avais déjà dit dans la discussion Michael Moorer que vous pouvez retrouver, qu'on a fait avec Christian Delcourt. En fait, Michael Moorer qui était qui s'était séparé de Teddy Atlas, lit cette histoire, appelle Teddy, fait mais Teddy, fallait m'appeler, je serais venu t'aider. Tu vois, des trucs improbables de Michael Moorer. Bref, c'est ça. Mais c'est le seul moment où Teddy Atlas parle un petit peu de Shannon Briggs. Sinon, c'est rien. C'est comment dire. Et cette association, qui est quand même une association qui reste dans les livres d'histoire, est une association en fait qui laisse un très très grand goût amer aux deux, Teddy Atlas et Shannon Briggs, parce que Shannon Briggs finalement dira, moi j'ai commencé la boxe, mais j'étais un peu paumé dans qui j'étais, et il dira aussi plus tard, et je pense que là il dit vraiment, je n'ai jamais trouvé la connexion avec un entraîneur pendant toute ma carrière. Mais ça se trouve. On va voir au fur et à mesure de ces combats qu'en fait, il y a des paradoxes chez Briggs, parce qu'effectivement, il défonce les gars, indiscutablement, mais il a des attitudes, régulièrement, il a des attitudes, main basse, il fait des petits moulinets de bras, on a l'impression qu'effectivement, voilà, il a cette forme de... il voudrait faire ça, il le voudrait, simplement. Il n'a pas tout à fait ni comment dire, la rapidité, ni le coffre pour faire ça pendant 12 rounds. C'est pas, ça pourra pas être ça. Mais il est tiraillé. Souvent, rejaillissent chez lui, rejaillit chez lui l'image de ce qu'il voudrait être. Et c'était sûrement pas facile à gérer sur un ring. Ça lui a sûrement valu aussi une ou deux de ses déconvenues, parce que spoiler, il n'a pas gagné tous ses combats, mais vous seriez au courant, les pirates. Donc c'est vrai que c'est un mec assez touchant. Alors j'ajoute, on le verra d'ailleurs tout à l'heure aussi à plusieurs occasions, mais Briggs est plutôt, j'ai l'impression, parce que c'est un personnage un peu extravagant, donc on pourrait imaginer qu'il raconte vraiment n'importe quoi à chaque fois qu'on lui tend un micro et qui revisite son passé. Ce qui fait un peu des revisites, il fait parfois un petit peu, mais il y a autre chose, tu as raison. Mais voilà, parfois il a des moments de lucidité, il a des moments de clarté, il a des moments de... Enfin voilà, c'est pas un grand mytho avec une gigantesque bouche qui est toujours là pour se faire mousser et pour revisiter l'histoire en sa faveur. C'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, et puis les choses vont se compliquer donc dans cette ascension, en fait, qui prend du temps, parce que regardez, on est en fin 93, on parle de lui. Ses promoteurs de l'époque, il y avait l'ancien promoteur de Ray Mercer qui met des billes sur lui, dit 94 il sera champion du monde. Non, 94 se passe, il continue à faire ses combats, etc. Je crois que le divorce avec Teddy Atlas arrive peut-être en 95, mais il y a 94, 95 qui continue, où en fait j'ai l'impression que son ascension ralentit, même si les combats se succèdent, continue de gagner, et arrive le moment qu'il ne faut pas perdre, c'est être un headliner d'une petite soirée sur HBO. La télé, voilà. La télé, et c'est ça qu'il faut, et on est en mars 96, et enfin HBO qui le regardait, et HBO, n'oubliez pas que HBO est aussi une compagnie très centrée sur New York. Très, très centrée sur New York. Donc le phénomène Briggs, le phénomène culturel, tout ça, ils l'ont. Mais
il y a toujours chez HBO une sorte de le regarder un peu en chien de faïence. Ils l'ont, enfin, bref, il n'est pas dans les bons papiers de HBO, mais HBO fait OK. Ouais. Mars 96, on lui donne sa soirée, petite soirée, mais qui avait tellement de charme. Une soirée de prospect. Une soirée de prospect, en fait. Ouais. Une soirée voilà, de poids lourds sur lesquels ils misent, parmi lesquels ils imaginent qu'il va y avoir 1 ou 2 champions du monde. Voilà. Et donc voilà, alors c'est pas, mais c'est un petit peu l'époque, mais contre Darrell Wilson en mars 96, donc sur HBO, et va arriver finalement, ce qui pendait au nez de Shannon, qui se cachait d'être un 4-round fighter, puisqu'il arrive à dégommer les mecs beaucoup plus vite. Donc il se cachait de ça. Et il se met la pression tout seul comme un ouf à cause de HBO. Il se met une pression de dingue. Et il commence le combat voilà, comme un bille en tête. Le premier round, ça part dans tous les sens. Darrell Williams, qui est un poids lourd, un plus petit gabarit, tout ça, tu te dis, oh là là là, ça va pas tenir. Mais en fait, comment dire, il arrive à survivre tant bien que mal à l'ouragan, et puis il remet, parce qu'avec Shannon, malheureusement, ne sachant pas de quel style il est, il y a des ouvertures toujours avec Shannon, et c'est là qu'on découvre en fait les manques, et c'est flagrant jusqu'au 3e round, Antoine. Ouais, c'est parce qu'il est plus petit, effectivement, ce fameux Darrell Wilson qui est invaincu à ce moment-là de sa carrière. Comme c'est un duel d'invaincus. HBO a monté une jolie soirée. Il y a aussi Michael Grant, il y a aussi David Ison qui était finaliste à Barcelone. Ouais, David Isonrité de son vrai nom. Voilà. Et il y a absolument. Et il y a Tua contre Ruiz. Alors c'est moins un duel de prospects, mais c'est, pour les mauvaises langues, le meilleur combat de la carrière de John Ruiz. En tout cas, c'est mon avis. Effectivement, Wilson se fait clairement secouer pendant le premier combat, et la différence visuelle entre les deux combattants est impressionnante. Simplement, il est plus petit, il est plus rapide, et arrive un moment où il comprend le timing en fait de Briggs. Il tourne, il fait du in and out, et dès la fin du round 1, en fait, il a réussi, il a commencé à lire Briggs. Voilà. Briggs, quelque part, l'a secoué, on l'a dit, il sait mettre un jab, il met 1 ou 2 uppercuts, enfin, il a une panoplie quand même, mais ça bouge pas beaucoup la tête, et ça lève pas beaucoup les mains, et ça, c'est quand même 2 problèmes à la fois. Pas bouger la tête, ça sera un gros problème. Ah ben, on va le voir. Il fait ces gestes-là, mais ça bouge pas la tête, et ça sera un problème de toute sa carrière. Et ça c'est cruel, parce que voilà, tu bouges pas la tête, tu lèves pas les mains, arrive un moment où tu vas en prendre. Et effectivement, alors, Darrell Wilson, ça restera pas dans l'histoire comme un assassin, ça restera pas. Mais c'est un type qui sait faire son métier, et il va trouver l'ouverture. Il lui fait exploser l'œil droit au début du 3e round. Il a déclenché la marche avant. Briggs est complètement démuni, et il va au tapis sur une série qui est conclue par un crochet gauche. C'est un KO assez spectaculaire. Ce qu'on voit, c'est pas la classe mondiale, ou en tout cas, c'est clairement pas un produit fini. Alors, ce Darrell Wilson, d'ailleurs, pour l'anecdote, il l'emportera pas au paradis, parce que ça lui vaudra 2 combats plus tard d'affronter David Tua, et il recevra le Ruiz Treatment, et ça va être un virage décisif dans sa carrière, parce qu'il finira journeyman, il finira pas tête d'affiche, quoi. Ouais. Mais côté Briggs, c'est un reality check qui va être un peu compliqué. Je pense que psychologiquement, ça n'a pas dû être facile à encaisser. J'ai pas vraiment d'infos, si tu veux, sur la manière dont il l'a vécu, mais tu peux imaginer que c'est une redescente sur terre qui est violente. Qui est extrêmement violente, et surtout, en fait, c'est comme ça. Il y a des moutons noirs d'entreprises. HBO saute sur l'occasion pour le blacklister, quoi. Le blacklister, voilà. Alors, et même dire, il aurait pu se relever, tu sais quand il est knock-out, il aurait pu se relever, tout ça, alors que tu vois qu'il surventile et tout ça, et que c'est mieux qu'il est, voilà. Mais c'était pas bien. Et donc, c'est assez terrible, quoi, parce que
HBO à l'époque, c'est tellement big, même si Showtime est là, et bien là d'ailleurs dans ces années-là, mais c'est tellement big que c'est une catastrophe industrielle pour lui. Voilà. Tout en se sentant en plus isolé, en n'ayant jamais connecté avec un coin, en ayant une sorte de mentor comme Riddick Bowe a pu avoir Eddie Futch, comme et Frazier a eu Eddie Futch, comme certains ont George Benton et tout. Lui, non. Ça aurait dû être Teddy Atlas, mais ça l'a pas du tout fait. Et donc, il se retrouve comme ça, et voilà. Donc, il repart dans sa carrière en affrontant des mecs où on sait jamais exactement trop le niveau. Voilà. 96, 97. C'est compliqué, quoi. Voilà. Je prends un chemin compliqué jusqu'à cette fin d'année 97, donc presque un peu moins de 2 ans après sa déconvenue, pour une opportunité absolument gigantesque. Pourquoi ? Parce que George Foreman n'en a pas fini avec la boxe. Malgré le fait d'avoir, reconquéri et puis abandonné ses titres au fur et à mesure. Voilà. Après le combat contre Axel Schulz notamment. Mais George Foreman veut continuer de combattre et donc c'est un boxeur HBO et c'est le statut de Foreman. Et donc il veut combattre en novembre 97 parce que je pense véritablement qu'il a même des objectifs pour 98, George Foreman. Et en novembre 97, il veut faire un combat. Et il a une liste apparemment d'après les protagonistes, Shannon Briggs et HBO, il avait une liste de 50 noms. Vous pouvez choisir 50 noms, George Foreman, et dans les 50 noms, il va choisir Shannon Briggs. Alors, moi, je suis comme un ouf parce que les combats de Shannon Briggs, ils étaient aussi diffusés sur Eurosport. Eurosport, tout ça. Donc c'est des combats qu'on pouvait voir sur Eurosport. Et puis c'était quand même le boxeur dreadlock de New York et tout ça. Moi à l'époque, même si j'écoutais du métal, moi je voulais ressembler à ça. Hein. Je voulais ressembler à Logan Mather dans Machine Head. Et moi j'avais voté. J'avais voté pour Machine Head sur Art Force. Hein. Moi je peux vous le dire. Tu vois. Ça se comprend. Voilà. C'est bien Machine Head. J'étais à fond. Hein. Take My Scar, meilleur vidéoclip ever pour moi. Tu vois, avec ce guitariste bontissant, tu sais. Je faisais de la corde à sauter, moi, c'était pas Roberto Duran, c'était Logan Mather que je faisais. Donc, belle référence. Belle référence qui ne parle qu'à moi, mais c'est pas grave. Tu vois. Mais donc, arrive ce combat, le Foreman Fight, vraiment, alors, heureux hasard, cette année, avec des pirates de la communauté, nous avons refait la scorecard. On se revoit le film du combat et on refait la scorecard de Foreman contre Shannon Briggs. Donc, je vous conseille d'aller revoir ce combat avec nous. Presque 30 ans plus tard, hein, 28 ans plus tard, jamais de la vie Shannon Briggs a gagné ce combat. C'est impossible. Et surtout que dans cette dernière partie de carrière de Foreman, mais c'est une excellentissime soirée de George Foreman qui est en forme, qui a des jambes, qui a un jab, etc. Et Shannon, par contre, va au bout de lui-même pour faire les 12 rounds, pour bouger, pour aussi rétorquer. Il a des bonnes répliques, notamment sur le crochet, excellentissime, mais trop parcimonieux par rapport à l'avancée de George Foreman, etc. Et puis arrive alors le truc finalement qui va sauver en fait son nom et sa carrière, c'est qu'il va avoir les juges pour lui, de façon pour moi, connaissant le lien entre HBO et Shannon Briggs, pour moi c'est une divine surprise qu'il ait les cartes pour lui. Mais bon, il n'a pas gagné ce combat, mais pourtant il a fait face à un grand George Foreman. Il a donné ce qu'il a pu dans une nouvelle boxe, quelque part, où il bouge beaucoup, alors que c'est un très gros gabarit et alors qu'il est asthmatique. Tu retiens quoi de ce combat ? Ce que je retiens, c'est que pour Foreman, en quelque sorte, c'est une sorte de retour de karma. C'est-à-dire qu'il aurait dû perdre contre Axel Schulz. Et le karma le rattrape.
3 combats plus tard, parce qu'entre-temps, il réaffronte des gars. Alors, il est toujours quand même champion linéal des lourds. Il n'a plus de ceinture significative, mais bon. il a le titre WBU, on va pas trop s'attarder dessus, mais il est surtout champion linéal. C'est quand même l'homme qui a battu l'homme, qui a battu l'homme, qui a battu l'homme. Donc, et Shannon Briggs, là, il y tient, ça. Il y tient. Et ça va faire de Briggs l'homme qui a battu l'homme, qui a battu l'homme, qui a battu l'homme. Un peu en cadeau bonus pour ceux qui ont la mais il ressort la carte d'équipe. Il ressort la carte. Putain, alors il va s'en servir de ça. Il va s'en servir. Alors c'est vrai que pour le coup, il a un plan. Il a un plan dans ce combat-là, tu l'as dit. C'est-à-dire, c'est pas rester devant Foreman. Parce qu'il a compris, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a plus de surprise. La terre entière a vu Foreman coucher Moorer quelque temps auparavant. Il ne faut pas rester devant Foreman. Il ne faut pas, d'autant plus que le vieux, malgré tout, non seulement il a encore du punch, mais en plus il a encore de la caisse. C'est-à-dire qu'il est toujours dangereux en fin de combat. Donc, l'idée, c'est pas de rester devant. Et effectivement, il tourne, il se déplace, il donne son jab. Il essaye de faire du stick and move, ce qui, pour un type de son gabarit, est quand même pas non plus si évident. Alors, non seulement il y a le titre linéal qui le motive, mais ne l'oublions pas non plus, c'est quand même aussi une demi-finale WBC. Et ça compte. C'est-à-dire que, certes, il n'y a pas une grosse ceinture en jeu, mais il y a le titre linéal, et le vainqueur pourra briguer le Super Banco contre Lewis. Donc ça, exactement, c'est ce qu'on dit dans cette vidéo. Allez voir cette vidéo parce que, en fait, on a raté, comment dire, le système nous a empêché de voir Lewis Foreman. Effectivement, parce que on regarde, on voit quand même au fil des rounds, c'est pas un combat où il y a beaucoup, les deux sont pas très actifs, ils donnent pas beaucoup de coups techniquement, mais enfin Foreman est plus sharp, il est plus précis, il se défend bien de ce que lui envoie Briggs. C'est du bon Georges pour un boxeur de cet âge-là, parce qu'on est quand même quelques temps après son combat contre Moorer. Hein. Je ne sais plus quel âge il a exactement, 46 ou 47. Enfin, voilà, 48. C'est un vieux monsieur. Enfin, sur le ring, c'est un vieux monsieur, très clairement. Et en fait, donc, il fait une belle perf, il envoie des jabs au corps et à la face, Big George, il alterne intelligemment. Face à lui, Briggs a l'air quand même un petit peu limité. Foreman double son jab carrément et il gratte round après round, même si Briggs a ses moments, il finit moins bien que Foreman. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir ce jeune type qui, les 2 derniers rounds, tire un peu la langue alors que Foreman va toujours bien. Au final, je suis assez d'accord sur le combat avec les 116-112 de Lederman qui pointe en direct et c'est à peu près le score raisonnable. Alors, il y aura, pour la petite histoire, il y aura derrière, de la part du camp Foreman, une réclamation auprès de la commission du New Jersey, appuyée par la gouverneure de l'État et aussi un certain sénateur McCain qui, à l'époque, s'intéresse à la boxe et l'UFC aussi. Voilà, il voudrait une réforme de ces sports-là parce qu'il trouve que il intuite que tout n'est pas clair, que tout n'est pas bon. Ça n'aboutira pas. Alors, tu auras quand même le gars, enfin le commissionnaire Larry Hazard. La rumeur lui prête en fait des actions dans le business du manager de Shannon Briggs. Ça ne sera pas prouvé. Et en revanche, le type reconnaîtra après coup avoir choisi ce qui est bizarre. Enfin, il reconnaîtra avoir choisi des juges peu expérimentés en disant pour eux, c'est l'occasion d'apprendre. Et pour un combat comme ça, bon, l'explication, elle est un peu light. Quoi. Bon, voilà. Donc, effectivement, Briggs est champion linéal, c'est-à-dire que Shannon Briggs rejoint Mohamed Ali, John Sullivan, Gentleman Jim Corbett, Joe Louis, il rejoint ces mecs-là, voilà. Shannon Briggs, voilà, bon. Un peu sur un malentendu quand même. C'est un malentendu parce qu'en plus, on va complètement perdre le fil du linéal avec lui. Hein. On va quand même perdre le fil parce que, comment dire, ça va pas faire de Lennox Lewis après le linéal tout de suite. Hein, et on lui accordera pas ça. Mais donc, en 98, arrive le combat avec Lennox Lewis, la ceinture de WBC en jeu. Lennox Lewis qui revient bien, qui enchaîne victoire sur victoire. Et on a la bataille des dreadlocks, voilà. Je veux dire, alors j'espère bien, je crois que Lewis est rentré sur du Bob Marley dans le Atlantic City Broadwalk Hall. Je pense que oui, voilà, je pense que oui. T'as pas le choix à ce moment, t'as pas le choix. Et puis en fait aussi quelque chose qui va pas, c'est que, du côté de Shannon Briggs, ce qu'on ne sait pas, c'est
le tourment, en fait. C'est un boxeur extrêmement tourmenté à cause de sa vie, à cause de sa jeunesse, à cause de sa mère, tout simplement. Ouais. Et ça peut expliquer aussi beaucoup de choses sa mère qui pendant sa vie est là puis disparaît, Ouais. qui peut retrouver à l'hôpital comme à l'hôpital psychiatrique, voilà. Et donc, mentalement, Shannon était très fragilisé en fait par sa vie. Et si je me trompe pas, c'est la période où, quand il prépare ce combat, là, c'est la période où sa mère décède, je crois. Je C'est crois bien. possible. Où il y a elle a un gros Il a accident 25 où ans elle quand sa décède. mère meurt, ça doit être à ce moment-là, ouais. C'est à ce moment-là. Je crois que c'est à 4 semaines du combat, hein, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, bon, il est Alors, psychologiquement, il est ça ailleurs. peut aussi faire des Buster Douglas, mais là, Oui. spoiler, ça va pas faire une Buster Douglas. Voilà. Voilà. Et puis, Shannon reste lui-même, il reste un Mmh. four-run fighter. Et, mais il y va quand même, parce qu'en fait, il a besoin de l'argent. Mmh. Il y va quand même et va arriver finalement, il va tout donner dans un premier round où, avec ce fameux crochet, il va trouver une ouverture Ouais. contre Lennox Lewis qui n'en aura pas beaucoup donné dans sa vie, des ouvertures comme ça. Il n'en aura Ouais. pas beaucoup donné, Lennox Lewis, des ouvertures comme ça. Et finalement, Lennox Lewis se prend un bouillon qu'on n'attendait pas très, très rapidement dans le combat. Très rapidement. Et tu te dis, le premier round, voire même le deuxième, tu te dis, oh, Shannon secoue Lewis comme c'est pas permis. Et voilà, mais la caisse explose en plein vol et Lewis a le temps de ajuster, poser sa boxe, cadrer, et ça fait excessivement mal. Tu vois, on est au 4e round. Hein. Et voilà. Il a déjà plus de caisse, il a plus de jus Shannon, et il prend. Et puis il y a cette photo qui est très, très symbolique, très, très symbolique, qui ne dit pas ce qui s'est passé avant, mais ces 4 rounds. Tu sais, ça me fait penser un peu à Triple G Kelbrook, tu vois. Ces 4 rounds. Parfois, vaut mieux avoir 4 rounds comme ça que 12 rounds où on s'emmerde. Là, clairement, c'était ce qui s'est passé. Shannon, en fait, n'avait que très peu de chance. Il a joué sa carte comme il le fallait et ça explose en plein vol parce que la caisse n'est pas là. Hein, en fait. Et puis la tête Ouais. non plus, la tête n'est pas là. On a affaire, il faut bien vous représenter les Pirates, ce que c'est que Lennox Lewis à ce moment-là de sa carrière. Ouais. Lewis, il a 32 ans, il a commis un premier faux pas à l'époque contre Oliver McCall, donc il est de retour et il est fâché. Et à l'époque, il fait peur à la terre entière. La preuve, je crois que 2 combats auparavant, Akinwande est carrément disqualifié pour non-combativité tellement il a peur en fait, d'être sur le ring avec ce Lewis-là, qui est un assassin, c'est-à-dire que c'est un homme massif, qui est très bon techniquement, très précis, avec un punch énorme et qui a des instincts de prédateur. C'est-à-dire que, et on sent, moi c'est l'impression que me donne le combat, une des raisons pour lesquelles il se fait contrer au premier round sur une courte droite, c'est que Lewis, il veut montrer que ce mec-là, Briggs, c'est pas son niveau. Il veut le tuer en fait. Il est assez agressif, Lewis, au début du combat. Et en fait, il en prend une bonne. Il va dinguer dans les cordes. Alors, il a un peu d'expérience. Donc, il arrive, il s'accroche intelligemment, il gère le moment. Il le gérera aussi au deuxième round où ça secoue également un peu, tu l'as rappelé. Mais derrière, le Lennox Lewis que vous voyez au 3e, 4e et 5e round, c'est une machine. C'est magnifique. Enfin, il est fluide. Pour un homme de sa morphologie, techniquement, c'est extrêmement limpide. La différence est assez criante par rapport à ce malheureux Briggs, mais qui a entre guillemets laissé passer sa chance, mais qui déjà l'a eu. C'est pas si mal. Alors, Briggs a un moment iconique au deuxième round dans le clinch, si tu te souviens. Il secoue la tête quand Lennox essaie de lui placer des uppercuts qui sont dans le clinch. Et plusieurs fois de suite, en regardant limite la caméra, Briggs secoue la tête en disant non, ça fait pas mal. Bon, les commentateurs relèvent en disant mais il va se fatiguer en secouant la tête. Bon, effectivement, c'est un peu présomptueux peut-être d'avoir cette attitude-là. Mais à partir du 3e round, Lewis envoie de plus en plus sa droite. Et Briggs, on vous a parlé de la manière dont il bouge la tête, de sa garde qui n'est pas toujours hermétique. Donc évidemment, la droite de Lewis, c'est compliqué dans ces moments-là. D'entrée au round 4, Lewis multiplie les combos, il tient sa proie. Plusieurs fois, Briggs est déséquilibré, il ne tombe pas, mais il est déséquilibré. Et il tombe sur une droite plongeante après 40 secondes. On se dit qu'il ne survivra pas au round. Et le simple fait qu'il survive au 4e round est assez surprenant.
À la fin du round, assez bravement, Briggs tente d'y aller et Lewis l'attend limite garde basse, presque moqueur. Il déclenche un combo, il refait tomber Briggs, qui tombe 2 fois au 4e. Et au 5e, il y a toujours la droite qui arrive cette fois-ci derrière un jab au corps et un jab en haut. Briggs se relève une 3e fois. Et le dernier knockdown, en fait, l'arbitre, à mon avis, a du discernement, c'est-à-dire que limite, Briggs se déséquilibre lui-même en envoyant un crochet, en mettant trop de sauce dans un crochet gauche et il tombe. Limite, il n'est pas touché par Lewis. Et l'arbitre dit, bon, j'arrête parce qu'il se rend compte que ce type a plus sa lucidité, qu'il n'a plus, qu'il risque qu'une chose, c'est d'en reprendre une dont il ne se relèvera pas. Donc, c'est un combat assez dur. Alors, on verra pire avec Briggs, malheureusement pour lui, mais c'est un combat assez dur quand même. Hein. C'est vachement bien. Enfin, en termes d'adrénaline, c'est vachement bien. Mais Briggs a dérouillé. Pour le coup, on va dire le côté un peu comment dire, je vais pas dire vantard, un peu coquille, comme diraient les Américains. Enfin, le côté un peu, bon, il a essayé, il a un peu fait le malin contre un mec qui est une des pires machines de guerre de l'histoire des poids lourds. Bon, il a payé le prix, quoi. Il a payé le prix, ouais, effectivement. Et donc, c'est aussi le fait d'un plafond de verre qu'il ne pourra jamais briser, en fait. Ouais, il ne fait pas partie de l'élite, alors qu'il a tout pour lui pour être une méga star. Ouais, le physique, il a le physique, il y a quelque chose qui fait qu'il pourrait être une méga star, et finalement, il n'a pas ça. Et puis, va arriver finalement la carrière de Briggs, qui va être une carrière beaucoup plus mystérieuse, en fait, pour le reste, parce que même si, c'est de plus en plus facile d'avoir accès à des combats quand les années 2000 vont approcher, finalement, parfois il boxe plus, ou une fois par an, ou parfois il va reboxer beaucoup, etc. Mais en fait, un petit peu le renouveau de Briggs après cette défaite contre Lewis, ça arrive en 99 avec un combat, et en 99, c'est très, très, il y a encore beaucoup d'opportunités chez les lourds, en plus c'est les lourds américains, et là on est évidemment sur Showtime, hein. Je pense que Briggs ne sera plus jamais sur HBO après Lewis, mais à vérifier. Donc Botha, on est en 99, Botha contre Shannon Briggs sur Showtime, encore une fois à Atlantic City, pour un combat de poids lourd, un spécial de l'année 90, avec un Briggs qui, comme pour Foreman, va montrer qu'il a de la caisse, de la résistance, comme pour beaucoup de ses combats, ne va à chaque fois, en faisant ça, va complètement s'ouvrir et ne bouge pas la tête, et il en prendra, et il en prendra, et il en prendra. Il prendra énormément de coups qui n'étaient pas justifiés, ce qui offre des opportunités à Botha, mais très beau combat de poids lourd, avec une gestuelle de bras, notamment chez Shannon Briggs. Faut le redire, Shannon Briggs, quand il déclenchait, il avait quand même un sacré coup d'œil, Shannon Briggs. Mm-hmm. Il a un sacré coup d'œil, et puis surtout quand il arrivait à déclencher, etc. Il y avait une belle gestuelle de bras chez Shannon Briggs qui était quand même très très intéressante et qui devait lui plaire à lui-même parce qu'il adorait ça. Voilà. Mais un combat où Botha y va, il est offensif, Briggs est contreur, et ça frappe de dur, et il arrive à avoir l'ouverture et mettre à terre Botha au 8e. Oui. Mais sans jamais arriver à breaker dans le combat, malgré des efforts, parce que vraiment c'est un combat où Shannon est vraiment super studieux, bon boxeur et tout ça, mais il n'arrive pas à breaker, pour en fait un 12 rounds vraiment très très plaisant à regarder, très très plaisant, mais qui finit en match nul. Alors moi j'en garde un souvenir positif de ce combat, mais encore une fois, là où ça aurait dû être une opportunité, là où certainement il aurait dû l'allonger comme les autres grands adversaires de Botha ont réussi à le faire, Briggs n'y arrive pas, le laisse survivre, et donc aura un match nul qui l'amènera finalement à rien, quoi. À pas d'autres opportunités, Antoine. Oui, c'est un combat probablement frustrant pour Briggs. Alors là encore, il aura des explications plutôt
après coup, assez touchante et assez juste. Il dira, mais j'ai jamais autant souffert sur le ring que contre Bottas. J'avais un biceps déchiré, j'avais un ulcère à l'estomac, mon camp à Big Bear s'était pas bien passé. J'ai eu de la chance de gratter un match nul tellement Bottas m'a tabassé. Donc il a une forme de lucidité sur ce combat-là et d'humilité, j'allais dire. Sachant que Bottas, à l'époque, il est surtout connu parce qu'il a fait un peu meilleure figure qu'escompté contre Tyson. Il a aussi eu des petits problèmes avec l'armoire à pharmacie parce qu'il a eu une victoire contre Schultz qui a été convertie en no contest à cause de ça. Et finalement, alors, c'est plutôt... Il a perdu contre Maurer. Et dans ce combat-là, c'est un des tout meilleurs combats de la carrière de Bottas. Je ne suis pas un expert de François Bottas, du White Buffalo, mais vraiment, Bottas fait un bon combat ce soir-là. Et comme tu le dis, c'est un super combat de poids lourd. Je trouve que Bottas a plutôt l'avantage quand les échanges durent, ce qui ne l'empêche pas d'en prendre quelques-unes. Le 8e round est formidable. Le round où Bottas va à terre est vraiment très très bon. Très bon. C'est intense, à toi, à moi. C'est donc vraiment simplement. Et c'est un peu dommage évidemment pour Briggs, mais ça renvoie à ses problèmes physiques, à ses problèmes de caisse. C'est que il a beau envoyer Bottas au tapis au 8e, il est plutôt en retrait au 9e et au 10e en fait. Bottas les lui prend. Et donc le nul est vraiment logique. Il n'y a pas à se plaindre. Et comme tu le dis, ça montre que un boxeur de grande classe aurait fini Bottas. Briggs n'est pas tout à fait au niveau où il fallait être pour ça. Donc mais c'est un combat qui est un des plus sympathiques, je trouve, de la carrière de Briggs. Si vous voulez vous en refaire quelques-uns, les pirates dans la foulée, voire simplement les highlights, allez voir celui-là, vous ne serez pas déçus. Là encore, il y a quand même un certain décalage physique. Briggs fait vraiment grosse bête à côté de Bottas, qui est plus petit, qui est moins massif naturellement, même s'il a un peu de bide. Briggs n'exploite pas complètement cet avantage-là. En termes d'allonge, en termes de puissance, il n'est pas si dominateur que ça. Mais bon combat et peut-être le meilleur combat de François Bottas. Ouais, et finalement, c'est encore ce fameux plafond de verre que n'arrivera jamais à passer Shannon Briggs, finalement arrive. Et c'est là où on est dans notre période, toi et moi, dans nos discussions, où on va sur des personnages, où on va sur des gens qui sont des figures, mais des figures de marge, parce que Shannon Briggs devient le Randall Tex Cobb des années 2000 pour moi. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça, tu vois. Et donc, parce qu'en fait, on perd le fil de sa carrière, même s'il continue de combattre. Mais c'est bizarre à ce moment-là. On le retrouve plus. Moi, à cette époque-là, attention, il n'y a pas le Internet comme ça où on peut voir n'importe quel combat, il n'y a pas les applications, il n'y a pas tout ça. Donc moi, je retrouve Shannon Briggs, je le retrouve dans Bad Boys 2. Ouais. Je le retrouve voilà. Shannon Briggs qui fait un méchant dans Bad Boys 2. Il est massif, putain, je sais pas quoi. Il est chargé comme un baudet avec ses dreads et tout ça, mais visuellement, Michael Bay a carrément raison de caster Shannon Briggs. Ouais. À l'écran, il y a quelque chose, tu vois. Il y a vraiment quelque chose. Et voilà. Et même à cette époque-là, donc 2004, 2005, je me demande même, parce que ça, je suis pas, mais parfois, on retrouvait plus facilement Shannon Briggs dans des DVD du K1. Oui. Que voilà, parce que je crois que c'est à cette époque-là où il fait du K1. C'est vers exactement, 2004. Il affronte Tom Erickson. L'image que tu nous as projetée, c'est Tom Erickson, qui était un des combattants américains du Pride. Et ils s'affrontent selon les règles du K1. Et effectivement, Erickson va se coucher parce que, quand même, ça reste Shannon Briggs, quoi. Ça reste un boxeur dans la fleur de l'âge qui tape assez fort. Canon. Voilà, contre un lutteur, c'est quand même le boxeur qui gagne, quoi. Enfin, il n'y a pas à chier. Mais ouais, c'est assez bizarre. Alors, pendant ces combats-là, il y a des trucs un peu. Alors, il affronte des gars, tu vois, il affronte. Il est actif, mais il affronte des noms qui sont pas toujours rutilants. En parlant de mecs massifs, il perd contre McLean. Il perd contre Jamel McLean au Madison Square Garden. Alors, il perd bien, il prend une dégelée. Hein. Il prend 9 rounds à 1, un knockdown. Enfin, il se fait ratiboiser. Il perd aussi contre un mec qui s'appelle Cedric Fields.
Et Cedric Fields n'a pas marqué l'histoire de la boxe. Donc, il va toucher ses chèques régulièrement, mais c'est pas. Enfin bon, c'est vraiment alimentaire, quoi. C'est vraiment. Puis il n'y a pas de plan de carrière pour un type qui a quand même affronté, qui a quand même affronté George Foreman, qui a quand même affronté Lennox Lewis. Ça vole quand même pas très haut. Objectivement, la façon dont sa carrière est gérée, c'est un peu vilain. Tu te dis qu'il va finir vraiment en club fighter au fin fond du Minnesota ou de. Bon, ben en fait, il ressemble à ça dans les années 2000. C'est une espèce de bloc. T'as vu, voilà. Je veux dire, faut manger beaucoup de protéines, mais quand même. Le mec, mais quand même. Oui, parce que contre Lewis, il est autour de 240 livres, si je dis pas de bêtises, ce qui est déjà énorme. Mais il arrive, il va avoir toute une période autour de 270, ce qui pour le coup, vraiment, même pour un type de sa taille, ça commence à faire beaucoup parce que tout ça, ça fait du muscle, ça crame de l'oxygène. On vous rappelle que le mec est asthmatique. Il faut quand même gérer sa caisse. Hein. Alors, c'est un choix un peu audacieux, le fait de prendre à ce point-là des compléments alimentaires et de soulever à ce point-là de la fonte, etc. Bon, il y a une prise de risque, on va dire ça comme ça. Oui. Mais avec un style. Et vraiment, il y a un style signature chez Shannon Briggs, donc, et notamment quand il est bouffi de stéroïdes comme ça et tout ça, c'est que il y a quelque chose avec ses bras où il arrive quand même à avoir une dextérité, à avoir une dextérité de bras et parfois même à déclencher ses crochets vraiment bien. Il y a quelque chose. Il y a du timing. Quand il s'y met, en fait, un peu quand son coup d'œil connecte avec son déclenchement, c'est vraiment bien à voir. Et va arriver un personnage qui va lui permettre finalement de rentrer par la petite porte de l'histoire. C'est Don King. On est en 2006, je crois bien. C'est Don King qui récupère des ceintures poids lourds avec des mecs de l'Est et tout ça. Voilà. Le combattant, le WBO champion de l'époque, c'est Liakovic. Alors, si les gens se souviennent de Liakovic, vous êtes vraiment très, très fort. Liakovic. Voilà. Et qui était un Biélorusse, je crois. Il n'était pas russe, mais il était peut-être biélorusse. Il était biélorusse. Absolument. Ouais. Il était biélorusse. Je m'en souviens parce que pourquoi ? Parce que c'est un truc de ouf. Mais le combat Briggs contre Liakovic qui se passe à Phoenix, je crois, avec notre Shannon Briggs sur Showtime. Sur Showtime, c'est les grandes années. Pour moi, c'est les grandes années Imul. Hein. C'est les grandes années où tu sais qu'il y a le combat, tu te trouves sur Imul, t'attends, puis le lundi matin, tu arrives à le récupérer le combat, puis tu peux le regarder. Et donc, merci au beau papa qui me faisait ça à l'époque. Alors, et donc, juste la raison quand même pour laquelle il se retrouve à boxer pour le titre WBO, qui n'est pas un immense titre à l'époque, contre Liakovic, c'est quand même que son rebond, c'est, si je te dis pas de bêtises, quelques mois avant, quand il affronte Ray Mercer. Ça redonne un peu de lustre. C'est 2005, Ray Mercer. Voilà. C'est 2005. Oui, mais c'est juste avant. C'est 2006, Liakovic. Voilà. En Floride. Il rebondit contre Mercer. Alors, Mercer, qui est l'ombre de Ray Mercer, mais il gagne. Alors, c'est pas un joli KO en plus. C'est un peu moche et tout. Mercer ressemble plus à grand-chose à ce moment-là. Il faut quand même le dire. Il a 10 ans de plus que Briggs. Mais voilà, il a un truc à faire et il le fait. C'est-à-dire qu'il gagne ce combat contre Ray Mercer. Il aurait perdu, c'était fini au plus haut niveau. Et il a cette espèce d'opportunité qu'il parvient à saisir. Contre un Mercer qui est plus tout à fait au niveau de ce qu'on a vu contre Lewis, par exemple, ou contre. Et donc voilà, c'était juste pour. Enfin, la raison pour laquelle King mise sur lui, j'ai l'impression, c'est aussi parce qu'il a battu Mercer. Ouais, c'est ça. Et comme tu vois, là, il se passe. Et puis il se passe le combat. Alors, il est au micro de Jim Gray sur Showtime, et Jim Gray lui dit carrément. Quelque part, il lui demande avant le combat de déjà faire la conclusion de sa carrière ou de faire l'analyse de sa carrière. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui dites-vous que vous êtes un underachiever, que vous avez, vous êtes passé un peu à côté et tout ça. Donc, tu dois répondre à ça et tout avant le combat. Et donc, psychologiquement, c'est pas facile. Mais il va au combat, et puis le combat.
Shannon, Bouffi et tout ça, même si ça déclenche parfois et tout, Liakovic, il est plus jeune, il bouge plus, et il fait du in and out, ça avance. Et tu vois un Shannon qui est dépassé, enfin, qui peut rien faire. Les rounds se suivent et se ressemblent, et on se dirige vers une décision où il se passe pas grand-chose, malgré que parfois un éclair de Shannon qui mais qui disparaît aussi vite et tout ça. Et c'est frustrant parce que le Shannon Briggs, il est là en face, il les prend les pralines, mais c'est comme s'il mangeait des fraises Tagada, tu vois, et tout. Ouais, et puis arrive le moment hollywoodien de ouf, quoi. C'est le 12e round, et c'est même pas le 12e round. C'est les 30 dernières secondes. Les 30 dernières secondes, oui. Les 30 dernières secondes où Shannon Briggs va avoir un contre magnifique par sa gestuelle de bras. Par sa gestuelle de bras qui est encore là, un contre magnifique, il va assommer Liakovic et le knocker, et ensuite il lui reste 12 secondes, tu vois, 12 secondes pour essayer, parce que là il faut le terminer, il gagnera jamais le combat, tu vois, 12 secondes, et il va réussir à assommer et passer Liakovic en dehors des cordes. Et Shannon Briggs, sur 30 secondes, va obtenir, alors pas être un champion du monde, mais on va dire, va de redevenir title holder en 2006 sur 30 dernières secondes d'un combat soporifique où, encore une fois, il faisait du Shannon Briggs qui n'arrive pas à exploser le plafond de verre. Antoine, incroyable moment. Il est là, moi, Antoine. Ah mince, on a un problème de connexion. Oh, au moment le plus hollywoodien de cela, c'est pas grave. Antoine va revenir. C'est les connexions, hein. C'est l'internet France-Canada. C'est toujours compliqué, mais en tout cas, moi, je vous conseille de revoir ce combat, parce que il y a rarement eu dans l'histoire pas de l'histoire de la boxe, mais plutôt dans l'histoire des boxeurs sympathiques, des boxeurs qu'on aime bien, des figures mal aimées et qui n'ont pas eu beaucoup de chance. Là, c'est vraiment le destin qui enfin se met du côté de Shannon Briggs et qui lui permet de gagner. C'est un moment absolument incroyable. Un mot, Antoine. Ouais, désolé, ma connexion a sauté. Oui. Ouais, c'est un moment assez ouf. Alors, c'est toujours pareil, il faut recontextualiser. Ça reste effectivement Briggs qui a fait pas une carrière énorme contre un gars que personne connaît, qui est Liakovic, que King a sorti de son chapeau en mode il y a un côté un peu folklorique. Alors, je crois qu'en plus à l'époque, l'entourage de Briggs essayait carrément de négocier un combat contre un Klitschko, peut-être contre Vitali d'ailleurs. Ou Vladimir plutôt, parce que Vladimir voulait la ceinture de WBO déjà à l'époque. En fait, avant le combat, apparemment Shelley Finkel est plus ou moins d'accord, puis en fait c'est d'abord oui, puis ensuite non, etc., etc. Et il se retrouve par un tour de passe-passe dont la boxe est assez friande, à affronter Liakovic. Alors, ce qui est rigolo en plus, c'est Liakovic, il est basé à Scottsdale, donc il est limite en fait chez lui. Il est limite sur terrain adverse, Briggs, pour aller affronter un Biélorusse. Ça, c'est les débuts de la mondialisation de ce sport. Avec ce qui est très marquant dans le combat quand vous le regardez, c'est que Liakovic est quand même alors il a subi un KO en carrière contre un journeyman. C'est pas un immense boxeur, simplement il a des bases techniques un peu solides. Vous le voyez, il boxe vraiment comme un mec de l'Est, comme un mec de l'ex-URSS. Il a les pieds assez écartés, les mains hautes, il fait le pendule. C'est un petit peu un Bivol du pauvre, on va dire ça comme ça. La différence de gabarit est quand même assez importante entre les deux. Liakovic est plus mobile, il arrive vraiment à gérer son massif adversaire sans trop de problèmes, même si les cartes sont serrées à l'approche du round 12. Et puis, il se passe ce que tu as dit, c'est-à-dire que il y a une ou deux fulgurances côté Briggs, qui dès le début du round lui en met une ou deux, et Liakovic n'est plus tout à fait lucide, et il va se passer ce qui s'est passé. Et c'est rigolo parce que c'est un finish à la fois le contexte, c'est une petite ceinture, c'est un adversaire qui est quand même assez
modeste, on va dire ça comme ça. Et pour autant, ça reste un sacré moment. Ça reste un moment feel good et ça reste un truc vraiment sympa à regarder. Ouais. C'est rigolo. C'est très. Puis bon, il y a ce côté aussi très épique du mec qui passe entre les cordes, qui se retrouve sur la table des juges. Bon, il y a alors il en profite derrière Briggs, qui est tout à l'euphorie de ce moment lorsqu'il prend la ceinture après le combat. Il va dire ben voilà. Maintenant, je veux Vitali parce que j'en fais une affaire d'honneur. C'est même pas qu'un problème d'argent, etc. Lui considère que le camp Klitschko l'a fait tourner en bourrique, ce qui est vrai ou n'est pas vrai, mais en tout cas, très vite, il se revoit, si tu veux, de Lijakovic, il se voit direct sur le toit du monde. Il y a un côté un peu excessif là-dedans. Mais bon, c'est un moment... alors, tout le combat, les pirates, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Captain, mais tout le combat ne vaut pas forcément la peine. En revanche, bon, regardez la fin. Regardez le 12e round. Regardez le 12e round. Faites-vous plaisir avec ça, vous ne vous regretterez pas. Voilà. Donc vraiment, comment dire, sur le fil, il récupère une ceinture, c'est inattendu. Shannon Briggs, champion WBO, voilà. Mais, et c'est le problème de l'époque, il y a plein de boxeurs un peu inconnus de l'Est, ultra chiants à boxer. Bon, encore à Atlantic City, il aura beaucoup boxé à Atlantic City, il est de retour. Ibragimov. Oh là là, Ibragimov. J'aime bien les boxeurs gauchers, mais alors Ibragimov, qu'est-ce qui nous aura pourri les années Ibragimov, mais qui fera son combat. On est le 2 juin 2007 et Briggs, qui physiquement n'y est pas, arrive pas à avoir cette petite souris, parce que c'est un petit poids lourd, Ibragimov, qui faisait gaucher, in and out, vraiment chiant à boxer. Oui, tu as raison. La différence de gabarit est encore plus impressionnante qu'avec Lijakovic. Tu as raison. Donc, incadrable, super chiant à boxer. Alors que Shannon Briggs, quand il arrive à le cadrer, il le cadre d'abord avec le crochet et ensuite le bras arrière, et ça fait son effet, mais en fait, il faut l'attraper, cette petite souris. Il faut l'attraper, cette petite souris. Et en fait, ça va être un jeu du chat et de la souris. Et à la touche, Ibragimov, il va prendre l'escarcelle de la WBO dans un combat ultra frustrant, parce que Briggs, en fait, Ibrahimovic faisait 10 cm de plus et il restait un peu en face. C'était un autre combat, mais là, c'était autre chose. Et donc, on aura, à cause de Shannon, parce que c'est à cause de Shannon, on aura cette purge de l'espace infini qui est Klitschko, Ibrahimovic au Madison Square Garden pour une réunification qui sera même sur Canal+. Mais qu'est-ce que cette purge infâme et tout. Et ben, Briggs, parce qu'il n'a pas réussi à se déguerpir de Ibragimov, putain, j'arrive même pas à dire son nom. Enfin bref, grosse frustration, il perd son titre, alors que la victoire, elle est tellement un petit peu romanesque, mais alors la perte du titre, elle est tellement pourrie que ça fait mal au cœur, et Briggs redisparaît de là où il doit être, en fait, Antoine. C'est sûr que on est un peu frustré, parce que là encore, oui, cet Ibragimov, bon, ça n'a pas été non plus, tu vois, ça n'a pas été non plus un assassin chez les amateurs, mais bon, on a misé sur lui parce qu'il prend quand même la médaille d'argent à Sydney. Il perd lui aussi contre Félix Seven. Bon, pour le reste, alors pour l'anecdote, il prend un argent européen contre le Français Jackson Chadet, qui n'a pas fait carrière en lourd derrière, mais en mi-lourd. Et donc, il fait... en super moyen, Jackson Chadet. Ouais, super moyen. Donc, c'est pour dire qu'Ibragimov est plutôt un petit format, quoi. Bon. Et Chanel lui-même a boxé en amateur plus lourd qu'il n'était en pro. Donc, Ibragimov, c'est 1m88 et 220 livres. Il n'est pas très bodybuildé, mais il est plutôt malin, il est gaucher, c'est un embrouilleur, il tourne un coup à gauche, un coup à droite. Effectivement, au premier round, sur l'agression pure et sur la puissance, c'est Briggs qui prend les points, parce qu'il il impressionne les juges, c'est tout à fait normal, mais Ibragimov à la fois se montre mobile et puis il travaille intelligemment au corps aussi, histoire de ralentir la bête, sachant que
le contexte est particulier. Le combat a été reporté de mars à juin. Briggs sortait d'une pneumonie. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Il fait 273 livres. Donc, c'est donc en termes de mobilité, si tu veux, il n'y a pas 50 façons de boxer pour Ibragimov. Il a vraiment tout intérêt à lui danser autour. Les statistiques du combat, pour vous dire à quel point on s'est régalé, Ibragimov, c'est 94 coups au but sur 245. 245, c'est pas des masses. Briggs, c'est 39 coups au but sur 228. Alors, même si on n'est pas à un coup près, c'est quand même très faible. C'est beaucoup moins, par exemple, que le combat contre Foreman. Et Foreman n'était pas tout à fait un jeune homme. Donc, vraiment, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse sans nom. Et c'est tellement triste, d'ailleurs, qu'à l'issue du combat, Shannon Briggs annonce sa retraite. Il annonce carrément sa retraite parce que il a dilapidé le capital qui s'était refait, le capital sportif qui s'était refait, c'est-à-dire une ceinture un peu tombée du ciel. Et il perd de suite. Il y a de quoi être un peu déprimé, je pense. Ce ne sera pas la fin de sa carrière. Est-ce un bien, est-ce un mal, je ne sais pas, mais ce n'est pour autant pas la fin de sa carrière. Ouais, je sais. Donc, il y a cette pneumonie qui a tout. Voilà. Il y a peut-être aussi, après ce combat, il y a peut-être aussi peut-être un divorce ou un truc comme ça. Enfin, bref. Comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude. Ça arrive. Même si on veut arrêter la boxe, il faut quand même regagner un peu de thunes. Et puis, quelques années plus tard, en fait, là où il faut s'arrêter, c'est là aussi le côté de la boxe et la cruauté de la boxe, c'est que Shannon, il va avoir encore une chance mondiale. Face à Dr KO, Monsieur Klitschko, Vitali, qui est pas un gentil, qui est pas du tout un gentil. Et Shannon va aller en Allemagne, voilà. Et comment dire, moi, ce qui me perturbe, c'est que je pense que Shannon Briggs cherche même pas la victoire, mais alors tous les défauts qu'on avait vus chez François Botha dans ses combats où ça bouge pas la tête, et donc les overhand, il va se les manger. Bah là, là, ça devient, c'est un calvaire, quoi. Regardez ce combat, c'est un calvaire. Et il y est pas, il est là, mais sa tête est absente. Il est là et il va évidemment perdre, mais surtout, il va. Alors là, c'est une cover qu'on peut voir un peu putassière, tout ça, mais il va finir quand même à l'hôpital et voire dans le coma. Je me souviens plus. Il passe pas loin. On passe pas loin du drame. Il fait un malaise après le combat. En effet, ce qui est très paradoxal, c'est que il prend une dérouillée terrible pendant les 12 rounds. Il perd les 12 rounds selon les 3 juges, ce qui est relativement rare. On en conviendra. La plupart du temps, les combattants ont au moins un petit round de la part des juges. Pas là. Il ne subit aucun knockdown. Et pour autant, pour vous donner une petite idée du drame, les scores, c'est donc 120-107 x 2 et 120-105, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de rounds que les juges sans knockdown ont quand même scoré 18, tellement le malheureux avait bouffé. Donc ça donne quand même une petite idée de l'étendue du désastre. Vitali, lui, il est à son top. Il est parfait. Lui aussi avait pris sa retraite et il est revenu sur les rings. Il s'était blessé en 2005. Après avoir pris le titre WBC laissé vacant par Lewis. Il se prépare contre Rahman, il se blesse, il prend sa retraite et il revient en 2008. Et depuis qu'il est revenu en 2008, il a battu 4 challengers et tout le monde a piscine pour l'affronter. C'est aussi pour ça qu'il se retrouve contre Briggs, parce que il n'en veut pas, Valuyev, il n'en veut pas, Povetkin, il a piscine aussi. Personne ne veut boxer Vitali, en fait, à ce moment-là. Et donc, ça tombe sur Briggs. C'est à la fois une certaine opportunité, mais Briggs n'a pas du tout ni les outils, ni l'état d'esprit qu'il faut pour prendre une machine comme Vitali à ce moment-là. En plus, Vitali, contrairement à son frère, c'est pas sur un coup qu'il va tomber, quoi. Donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cet adversaire-là. Rien. Et en effet, Briggs va finir le combat avec un nez cassé, une fracture du plancher orbital et un biceps déchiré. Donc, il finit, en fait, comme s'il avait été percuté par un bus, grosso modo. Et effectivement, dans la foulée de ce combat-là, il me semble qu'il n'annonce pas officiellement sa retraite. En revanche, il ne boxera pas pendant des années, si je ne dis pas de bêtises non plus. Oui, je pense qu'il peut.
On pouvait plus et finalement arrive voilà, on est passé loin. Et il dira qu'il s'est jamais fait payer de ce combat contre Klitschko. Il dira qu'il s'est jamais fait payer des années plus tard. Quelle horreur! Quelle horreur! Et d'où la réinvention de Shannon, non pas avec la boxe, mais la réinvention de Shannon Briggs avec les médias et les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Et Shannon Briggs invente ce leitmotiv qui veut tout et rien dire, mais qui, let's go champ, qu'il utilise comme une fin de phrase ou comme un point d'exclamation à tout ce qu'il fait. Tout le monde est un champ, hein, mon champ Antoine. On est tous des champs avec lui. On est tous des champs. On est tous des champs et va arriver en fait, il va tomber dans la catégorie troll, mais champion du monde du troll, avec notamment le frère Klitschko. Ouais. Voilà. Et comme ils sont tous les deux, comme ils sont tous les deux en Floride, en fait, il va troller. Alors, on ne sait jamais si c'est sur le compte de vraiment de l'agression ou de l'humour ou des deux. Mais il y a une ambiguïté. Il va devenir un troll de l'enfer pour Vladimir Klitschko, en voulant, essayant de monter un combat, etc. On est en 2014, si je dis pas de conneries, autour de là. Voilà. Briggs est remonté sur les rings, il affronte des journeymen à l'époque. Ouais. Et puis après, il y a aussi des combats qui se font pas, comme un Quento, si je me trompe pas. Voilà. Où ils inventent des combats, mais qui se font jamais. Et Briggs, alors qu'il n'a plus ses dreadlocks, invente un personnage. Qui va le rendre plus célèbre que la boxe elle-même, en fait. Mais il le poursuit effectivement en bateau alors qu'il fait du paddle, qu'il a montré. En conférence, il le troll en conférence de presse. Il le troll à la salle. Il le troll au restaurant. Il le troll à la salle. Il y a plusieurs épisodes. Tout est sur YouTube. Hein. Allez-y, les pirates. C'est un peu consternant. Tu sais jamais trop dans quelle mesure Vlad est dans la combine ou pas. Il est possible qu'il le soit. Hein. Mais parce qu'il y a des moments où il rigole, il y a des moments où il rigole pas. C'est assez bon. Ça. Et en effet, alors Briggs, donc, il est remonté sur le ring en 2014, il combat 6 fois en 2014, hein, c'est un vieux monsieur, à l'époque il a 42 ans, et il combat 6 fois en 2014, il se rebat en 2015, et en particulier, alors il bat un mec qui s'appelle, un obscur hongrois qui s'appelle Zoltán Petrányi à Panama City. Et il y a un moment un peu pathétique où, à l'issue du combat, où Guillermo Jones, qui est dans la salle parce qu'il est local, défie Shannon Briggs, Guillermo Jones qui est aussi dans un certain état, et Briggs lui dit « Mais je te donnerai ma première défense de titre, je vais battre Vlad, je vais gagner $10 millions et tu auras ma première défense de titre. » Enfin, il y a un problème quand même à ce niveau-là, il y a un problème à l'étage. Bon. Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut qu'on fasse ça en arrière parce qu'on allait tellement vite, mais après, il faut quand même reparler de cette infamie Ibragimov, parce que le combat d'après de Shannon Briggs, il tombe pour stéroïdes. Enfin, il tombe pour stéroïdes, ce qui était un petit peu obvious. On est en 2009 quand il tombe pour stéroïdes. Et voilà. Et aussi, alors il n'est pas le seul. Et je ne voudrais pas non plus marquer Shannon avec cette histoire parce qu'il n'est pas le seul. Et il y en a certains, c'est quand même obvious. Mais je veux dire, c'est une histoire de stéroïdes aussi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, bref, on revient. Il est devenu le champion du monde des trolls. Il est un personnage médiatique, Antoine, comme tu dis. Il boxe beaucoup. Oui. Voilà. Et tu voulais dire, excuse-moi, tu avais coupé la parole. Non, je t'en prie. Non, mais Et alors, ce qui est marrant dans l'histoire, quand même, c'est que il est, comment dirais-je, lui croit dans son délire, dans une certaine mesure au moins. Même si pour nous, on sent vraiment le délire, que c'est même presque malaisant le délire, tu vois. Enfin, oui, c'est un peu embarrassant quand même, parce qu'il y a toujours une espèce de sourire quand il est refoulé par des gorilles à l'entrée des conférences boss, des trucs comme ça. Alors, il retire toujours son t-shirt, il est torse-poil, etc. Il sourit, il dit les gauchettes. T'as l'impression d'avoir affaire un peu à un demeuré quand même à certains moments, ou en tout cas un grand gamin, alors qu'il a 42 ans, quoi. Bon. Mais on se demande même s'il vend pas sa casquette et son t-shirt d'ailleurs. Ouais, c'est très. Mais alors. Ce qui est encore plus surréaliste, et c'est là que la boxe reste la boxe, et c'est sublime, c'est que, mine de rien, alors il a, vu que ça mord pas côté Klitschko, malgré ses essais réitérés, il va troller David Haye aussi. Voilà.
Mais ça passe pas loin d'ailleurs, parce que Dalila est dans le retour. Et il dit carrément qu'il lui donnera une défense. Et la WBA, dans la foulée, accroche aussi au délire, parce qu'il a pété des gueules que de chauffeurs de taxi depuis des années. Et la WBA, quand même, alors on sait aujourd'hui que c'est devenu n'importe quoi, mais la WBA finit par ordonner, on est en 2016, pour le titre régular, un combat Lucas Browne contre Briggs, c'est-à-dire deux chaudières avérées qui ont un niveau sportif approximatif. Lucas Browne d'ailleurs sera disqualifié et on annoncera Briggs contre Kendo comme tu l'as montré, l'affiche. Ouais. Et le sketch, alors le combat ne se fera pas parce que le dernier combat officiel de Shannon Briggs aura eu lieu en mai 2016, mais dans une réunion Eddie Hearn où il y a David Haye qui boxe un peu plus tard. Exactement. Il devait prendre Alexander Dimitrenko qui affrontera Tony Yoka. Dimitrenko il a fait défection, donc il affronte un obscur Emilio Zarate, mais ce qui compte derrière, c'est qu'effectivement, ça lui donne l'occasion d'aller challenger Haye qui ne le combattra pas, mais il poussera le sketch. Alors, Briggs contre Kendo pour la ceinture WBA régulière ne se fera pas. Pourquoi ça ne se fera pas? Parce que Briggs sera contrôlé à 8 fois la limite de testostérone autorisée, quand même. Voilà. Ça va loin, les gars, ça va un peu loin. Et le sketch durera, il continuera à dire qu'il va reboxer jusqu'en 2019. Il annonce qu'il va prendre une licence en Angleterre pour boxer en sous-carte de Tyson Fury. Il prétend derrière qu'il boxera en exhibition contre Mike Tyson au pied de la Statue de la Liberté. Ah, mais il annonce toujours des trucs. Il annoncera qu'il a une exhibition contre son copain Quinton Jackson qui fait du MMA. Enfin, il va annoncer un nombre de trucs, mais complètement. Tu perds le fil, et rien ne se fera, et à mon avis, heureusement quand même, mais ça devient baroque, quoi. Ouais. Dans le baroque, et il sera un homme, pour moi, c'est un homme de main, c'est pas un homme de coin, c'est un homme de main des Logan. Oui, exactement. Logan Paul et Jake Paul. Il va coacher les. Quand vous regardez bien tous les gens qui sont autour de Logan Paul et Jake Paul, enfin, je veux dire, voilà, le réseau pour se charger, il n'est pas compliqué à trouver. Hein. Il va signer un partenariat avec une boîte qui vend des compléments au CBD pour faire passer la douleur, supporter la douleur dans l'entraînement, je sais pas quoi. Enfin, moi, je retiens quand même que donc tout le sketch qui dure autour des années, tu vois, 2014, 2015, 2016, que la WBA se soit rendue complice de ça et ait envisagé un championnat du monde Lucas Browne, Shannon Briggs, c'est complètement dingo. C'est complètement dingo. Enfin, vraiment, ils ont fait pire parce que c'est la WBA, mais ne serait-ce que cet épisode. Ah, mais c'est hallucinant. Là, c'est dans leur truc les plus Ah ouais, c'est hardcore. Ah ouais, c'est cautionner un truc pareil avec une ceinture fut-elle en chocolat, c'est complètement fou. Enfin, mais bon, au moins ça fait des histoires à raconter. Et puis au moins aussi, parce que autant Briggs, c'est un mec qu'on a vu, qui nous a fait de la peine, en particulier contre Vitali. C'est un mec qu'on a vu souffrir, mais là, ça n'a pas porté à conséquence parce que il a beaucoup parlé. Des combats auraient pu se faire qui ne se sont pas faits. Bon, voilà, c'est resté un type qui a un peu complété ses revenus. Je ne sais pas où il en est personnellement aujourd'hui, Captain. Je ne sais pas si toi, tu as des infos fraîches, j'allais dire. Mais... Non, il fait beaucoup d'interviews, etc. Mais il est dans le business des pôles. Il est jamais loin du business des pôles. Tant mieux. Hein. Pour moi, il s'est réduit à ça, tu vois. Voilà, mais si ça nous fait j'ai le fait 3 sous, voilà. Bon, sachant que donc je sais pas si on l'avait dit dans l'introduction, mais donc c'est un type qui aujourd'hui, je crois qu'il est de 71, hein, donc il arrive au milieu de cinquantaine. Donc c'est pas une personne âgée, hein, pas tout à fait, mais bon, faut voir comment il va vieillir, hein, parce que l'état de ses artères, vu quand même ce qu'il s'est infligé, bon, un peu comme les vieux catcheurs, c'est bon. À voir, c'est vrai, ça. Faut croiser les doigts. C'est bien que tu parles de ça parce que en fait, il est à la jonction parce qu'en fait, je pense qu'on a fait le portrait d'une et ils n'ont pas été nombreux mais il avait quand même du talent, etc. Le mot n'est peut-être pas approprié, mais on a fait le portrait d'une rare fashionista de la boxe, en fait.
Voilà, il y avait quoi, voilà, c'était quelque chose en tout cas. Mais bon, le début de carrière est extrêmement fun et c'est un personnage. C'est un personnage à la marge, mais c'est un personnage à connaître. Et en ce moment, on a vraiment envie de vous parler des personnages. Voilà. Prochainement, avec Antoine, on va revenir à des discussions Hall of Fame, de vraiment Hall of Famer comme il se doit. Ça arrivera prochainement, mais ça fait plaisir aussi de parler d'histoires comme ça, parce que c'est ça aussi être un fan de boxe. Et puis, évidemment, on lit Antoine130livres.com à chaque fois. C'est le blog pour vous, et on s'abonne au Captain Crochet pour d'autres aventures boxe. Antoine, on se voit bientôt. Salut Captain et à bientôt. Ciao tout le monde.